Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un concept absolument crucial, le développement durable. Et pour le faire, on s'appuie sur la très bonne analyse de Monsieur Guisset de l'Université Hassan Sekher de Ziguinchor. C'est un sujet qui franchement nous concerne tous et on sent bien que l'urgence est là. Alors pour bien saisir l'ampleur du truc, on va commencer avec un seul chiffre. Un chiffre qui frappe. 15 000. Alors 15 000, ça représente quoi au juste? Eh bien, c'est le nombre de litres d'eau, oui, de litres, qu'il faut pour produire un seul petit kilo de bœuf. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. C'est toute cette eau cachée derrière les produits qu'on consomme tous les jours. Ça donne à réfléchir, non? Allez, on plonge dans le sujet pour y voir plus clair. Alors voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va regarder la crise en chiffres pour bien poser le décor. Ensuite, on verra ce que veut vraiment dire développement durable. Après ça, on parlera des fameux 3 piliers. Puis, on passera à l'action concrète. Et enfin, on terminera sur l'idée que c'est un défi qui nous concerne absolument tous. Allez, c'est parti pour la première section, la crise en chiffres. Parce que oui, le besoin de changer les choses, ce n'est pas juste une idée en l'air. C'est basé sur des faits, des données bien réelles qui, on va le voir, sont assez alarmantes. Regardez bien ce graphique. Il est assez parlant, n'est-ce pas? Les 20% les plus riches de la planète consomment 80% de toute l'énergie. Et donc, par un calcul simple, les 80% restants de la population, eh bien, ils se partagent les miettes, les 20% qui restent. C'est un déséquilibre énorme et c'est vraiment le cœur du problème, à la fois social et environnemental. 13 millions, c'est le nombre d'hectares de forêt qui partent en fumée chaque année. Chaque année. Pour essayer d'imaginer, c'est une surface gigantesque, un des poumons vitaux de notre planète qui disparaît littéralement sous nos yeux. Et bien sûr, cette destruction, elle a des conséquences directes. La biodiversité est en chute libre. On parle d'un mammifère sur 4 menacé, d'un oiseau sur 8, et même d'un poisson sur 3. C'est énorme. La crise, elle est partout, sur Terre, dans les airs et dans les océans. Et puis, il y a le changement climatique, bien sûr. Voici un fait, une donnée de la NASA qui est juste sans appel. La banquise arctique, elle a perdu 40% de son épaisseur en un siècle. 40%. Ce n'est plus une théorie, c'est une réalité observée. Et ça a des conséquences en cascade, comme la montée du niveau des mers qu'on commence déjà à voir. Bon, le constat est assez lourd, on est d'accord. Alors, face à tout ça, quelle est la réponse? C'est là qu'intervient le fameux concept de développement durable. Une idée qui a mis du temps à mûrir, mais qui est devenue un objectif mondial. Alors attention, cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est toute une histoire. Ça a commencé à germer dès 1968 avec le Club de Rome, qui se posait déjà la question, est-ce que la croissance peut être infinie? Spoiler, non. Puis, en 72, à la conférence de Stockholm, on a commencé à parler d'éco-développement. Mais le grand moment, le tournant, c'est en 1987. C'est là qu'on a eu la définition, celle du rapport Brundtland, qui est devenue la référence. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est simple, c'est puissant et c'est universel. L'idée clé, vraiment, c'est cette notion de justice entre les générations. En gros, vivons bien aujourd'hui, mais sans piller la planète et laisser une ardoise salée à nos enfants et petits-enfants. D'accord, super concept, mais concrètement, comment on fait? Il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Le développement durable, ce n'est pas que de l'écologie. C'est bien plus large que ça. En fait, ça repose sur un équilibre entre 3 grands piliers. Et ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Voilà, ces 3 piliers. On a l'environnemental, évidemment, pour préserver la planète. Ensuite, le pilier social, pour que tout le monde ait accès à la santé, l'éducation, bref, pour plus de justice. Et enfin, le pilier économique, pour créer une prospérité qui dure et qui profite à tous. Le truc, c'est que l'idéal, c'est de les faire tenir en équilibre, comme un tabouret à 3 pieds. Mais dans la réalité, c'est là que ça se complique. Souvent, ils sont en tension. Une décision économique peut nuire à l'environnement, par exemple. Le vrai défi du développement durable, c'est de trouver la synergie, l'harmonie entre les 3, sans jamais en sacrifier un. Ok, on a la définition, on a les piliers. Maintenant, place à l'action. Comment on passe de la belle idée à la réalité de terrain? Quels sont les leviers concrets pour enclencher cette fameuse transition? Alors, voici 5 grands chantiers, 5 domaines où on peut vraiment agir. D'abord, investir à fond dans les énergies renouvelables. Ensuite, changer notre façon de nous déplacer, avec plus de transports en commun, de vélos, d'électrique. Troisièmement, révolutionner notre gestion des déchets. Quatrièmement, passer à une agriculture plus respectueuse des sols. Et enfin, le point qui nous concerne tous au quotidien, consommer de manière plus responsable. Chacun de ces points est une pièce maîtresse du puzzle.
On arrive tout doucement à la fin de cette analyse, et s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est un défi collectif. La transition écologique et sociale, ce n'est pas le job de quelques experts ou militants, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une responsabilité partagée. Et quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde. On a besoin des gouvernements pour fixer les règles du jeu. On a besoin des entreprises pour qu'elles innovent de manière responsable. On a besoin de la société civile, des associations, pour alerter et proposer. Et on a besoin de chaque citoyen, de chaque individu, à travers ses choix de tous les jours. C'est un peu comme une grande équipe, où chaque joueur a un rôle essentiel à jouer. Et ça, c'est un point vraiment crucial. Bien sûr, la technologie va nous aider, c'est une évidence. Mais il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de nos choix individuels, nos choix en tant que consommateurs, nos habitudes. C'est ça qui, au final, est décisif. Le pouvoir, il est aussi dans le caddie, dans la façon de se déplacer, de se chauffer. Et tout ça nous amène à une question de perspective. Est-ce qu'on doit voir tout ça comme une contrainte, une sorte de fardeau, une limite à notre croissance et à notre mode de vie? Ou alors, est-ce qu'on peut le voir différemment, comme le plus grand défi d'innovation de notre époque, une occasion unique de tout repenser pour construire un monde meilleur, plus juste, plus intelligent? Et c'est vraiment la question de fond que pose l'analyse de M. Guisset. Alors, fardeau ou opportunité? La réponse qu'on apportera, collectivement, à cette question, eh bien, elle dessinera le monde de demain. Ce n'est pas juste une question technique ou de survie, c'est avant tout une question de vision. Quel monde a-t-on envie de construire? La question reste ouverte et elle nous est posée à tous.